Je travaille au comptoir d'embarquement d'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Après toutes ces années, j'ai appris à reconnaître les rythmes du terminal, le bourdonnement constant des annonces, le claquement des valises sur le sol carrelé et les voix excitées ou fatiguées des voyageurs qui passent, toujours pressés. Mais la nuit, tout change. Après minuit, l'agitation cède la place à une atmosphère plus pesante, presque irréelle. Les lumières artificielles projettent des ombres étranges sur les murs, et le bruit des conversations s'estompe, remplacé par l'écho lointain des haut-parleurs et le ronronnement sur des tapis roulants. À cette heure, seuls quelques passagers errent encore dans le terminal, souvent des retardataires ou des âmes perdues en transit, cherchant un banc où s'étendre jusqu'au premier vol du matin. Ce soir-là, il faisait particulièrement froid. Je m'étais enveloppé dans ma veste, essayant d'ignorer la fatigue qui pesait sur mes paupières. J'étais seul derrière mon comptoir, alternant entre fixer l'écran de mon ordinateur et jeter des coups d'œil distraits au hall vide. Puis, je l'ai vu. Un homme, vêtu d'un costume noir impeccable, avançait vers moi avec une démarche fluide, presque trop silencieuse. Je n'avais pas entendu ses pas, ni remarqué sa présence avant cet instant. Il s'est arrêté juste devant le comptoir, le visage neutre, les mains jointes devant lui. Son apparence était soignée, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son regard, un vide étrange, une absence d'émotion qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il a légèrement incliné la tête, d'une voix posée mais ferme, il a posé une seule question. Ce vol pour Buenos Aires, il est bien annulé? J'ai cligné des yeux, surpris par sa question. À cette heure, la plupart des vols de la nuit étaient déjà partis, et je n'avais pas souvenir d'un vol récent pour Buenos Aires. Intrigué, j'ai baissé les yeux vers mon écran et tapé rapidement le numéro du vol dans le système. Quelques secondes plus tard, la réponse est affichée en lettres rouges, « Vol annulé ». Mais ce n'est pas cette information qui m'a donné des frissons. C'était la date. Ce vol avait été suspendu exactement un an plus tôt, jour pour jour. Un accident. Un crash fatal qui avait coûté la vie à tous les passagers et membres d'équipage à bord. Je me souvenais vaguement des articles de presse à l'époque. Une panne soudaine en plein vol. Une descente incontrôlable dans l'océan. Aucun survivant. Le cœur battant un peu plus vite, j'ai relevé la tête pour annoncer la nouvelle à l'homme. Mais il n'était plus là. Le comptoir était vide. J'ai jeté un regard autour de moi, scrutant les sièges proches, les allées désertes du terminal, l'entrée du couloir menant aux portes d'embarquement. Rien. Pas la moindre trace de lui. C'était impossible. Il se tenait là, juste devant moi, quelques secondes plus tôt. Il n'aurait pas pu disparaître sans que je le voie partir. L'aéroport, à cette heure avancée, était un espace ouvert et silencieux, un endroit où chaque mouvement résonnait. Pourtant, il s'était volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Une sensation que quelque chose n'allait pas. Je n'étais plus seul. Et pourtant, je l'étais. J'ai senti un poids grandir dans ma poitrine, une angoisse sourde et irrationnelle. Mon regard s'est posé sur les caméras de surveillance fixées aux angles du terminal. Si cet homme était réellement passé par ici, il devait apparaître sur les enregistrements. Je me suis levé précipitamment et j'ai traversé le hall presque désert pour rejoindre le poste de sécurité. En arrivant devant la petite salle de contrôle, j'ai frappé contre la porte vitrée. Un agent fatigué m'a ouvert, me lançant un regard perplexe. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé. Il y a eu un homme, un passager, il est venu me voir à mon comptoir il y a à peine une minute, et il a disparu. Je voudrais vérifier les caméras. L'agent a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. Il m'a fait signe d'entrer et a tapé quelques commandes sur son clavier, affichant les enregistrements du terminal en temps réel. À quelle heure exactement? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du mur. Il n'était pas encore 1 heure du matin. Remonté à minuit 47. Il se tenait juste devant moi, en costume noir. L'agent a obéi et la vidéo a commencé à défiler à l'envers, jusqu'au moment que j'avais indiqué. J'ai retenu mon souffle. Sur l'écran, je me suis vu, assis derrière mon comptoir, fixant mon ordinateur. Quelques secondes plus tard, je me suis redressé légèrement, comme si quelqu'un s'approchait. Puis, rien. Il n'y avait personne devant moi. J'ai vu ma propre expression changer, mes lèvres bouger alors que je répondais à une question invisible. Sur l'écran, j'étais seul. Il n'y avait jamais eu d'homme en costume noir. Mon sang s'est glacé. C'est impossible, ai-je soufflé. Il était juste là,
L'agent de sécurité m'a regardé avec un mélange d'incompréhension et de malaise. « Vous êtes sûr que vous n'avez pas rêvé ?» J'ai secoué la tête, incapable de détacher mes yeux de l'écran. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Mais les caméras racontaient une toute autre histoire. Je suis resté figé devant l'écran, le cœur battant à tout rompre. Mon esprit cherchait une explication rationnelle, mais rien ne tenait debout. L'agent de sécurité, mal à l'aise, a simplement haussé les épaules. « Peut-être que vous étiez fatigué. Ça arrive, vous savez ?» Je n'ai pas répondu. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une hallucination. Cet homme était là. Du moins, il avait voulu être vu. L'idée m'a hanté toute la nuit. Dès que mon service s'est terminé, je n'ai pas pu m'empêcher de creuser davantage. Je suis allé fouiller dans les archives des incidents du terminal et j'ai recherché tout ce que je pouvais sur ce vol annulé. Le vol 319 pour Buenos Aires. Parti à la même date, il y a 1 an jour pour jour. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Une panne en plein vol, une descente incontrôlable, une chute brutale dans l'océan. Aucun survivant. Je me souvenais vaguement des articles de l'époque, mais c'est un détail particulier qui a fait monter un frisson glacé le long de mon dos. Parmi les passagers figurait un homme d'affaires, un certain Luis Mendez. Témoignages et photos à l'appui, il était décrit comme un habitué des voyages professionnels, toujours vêtu d'un costume noir impeccable. J'ai fixé son visage sur l'écran de mon ordinateur, les mains moites. C'était lui, l'homme qui s'était tenu devant mon comptoir. Un détail supplémentaire a rendu l'histoire encore plus terrifiante. Avant le crash, certains passagers avaient signalé aux agents de bord la présence d'un homme étrange à bord, semblant désorienté, murmurant des phrases incompréhensibles. Puis j'ai remarqué l'heure exacte de la disparition de l'avion des radars, minuit 47. L'heure précise à laquelle cet homme m'avait abordé. Je me suis éloigné de mon écran d'ordinateur, une sueur froide coulant le long de ma nuque. Tout concordait. Luis Mendez était mort dans cet avion. Et pourtant, 1 heure plus tôt, il se tenait devant moi, me demandant des informations sur un vol qui n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage impassible, ses yeux sombres dénués d'émotion. Je me répétais que tout cela n'était qu'une coïncidence, une illusion provoquée par la fatigue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Les jours ont passé, et j'ai essayé de reprendre ma routine. Pourtant, quelque chose avait changé. À chaque fois que je travaillais de nuit, je ressentais une étrange oppression, comme si une présence invisible m'observait depuis l'autre bout du hall. Et ce n'était pas seulement une impression. Un soir, alors que je classais des documents, mon écran d'ordinateur s'est soudainement figé. Une notification est apparue. Réservation confirmée, vol 319 pour Buenos Aires. Je suis resté paralysé. Ce vol n'existait plus. Il n'était même plus répertorié dans le système. Puis, dans le silence pesant du terminal vide, un bruit a résonné derrière moi. Un léger frottement sur le sol, comme un pas hésitant. Je me suis retourné d'un coup. Personne. Mais mon regard s'est arrêté sur quelque chose qui n'était pas là quelques secondes plus tôt. Sur le comptoir, juste devant moi, un billet d'embarquement froissé, imprimé à une date impossible, 1 an plus tôt. J'ai quitté mon poste cette nuit-là avec le sentiment que cette histoire ne finirait jamais. Comme si, quelque part, entre ce monde et l'autre, Luis Mendez attendait toujours son vol. J'étais habitué au vol de nuit. Après des années à parcourir les couloirs étroits des avions, à servir des cafés tièdes sous la lueur blafarde des lumières de cabine, je savais que ces voyages avaient une atmosphère bien particulière. Silencieux, presque irréel, comme suspendu hors du temps. Ce soir-là ne faisait pas exception. Alors que nous achevions les derniers préparatifs avant l'embarquement, je sentais cette lassitude familière peser sur mes épaules. Le ronronnement sourd des réacteurs vibrait à travers la carlingue, une mélodie mécanique que j'avais fini par trouver apaisante. Les autres membres de l'équipage étaient affairés, vérifiant les compartiments, s'assurant que tout était en ordre avant le décollage. Un regard vers l'extérieur me permit d'apercevoir la piste éclairée par de rares halos lumineux. Un épais brouillard flottait au sol, donnant à l'aéroport une allure fantomatique. J'eus un frisson, sans raison apparente. Rien d'inhabituel, pourtant. Juste une nuit ordinaire, un vol ordinaire. Bientôt, les premiers passagers commencèrent à monter à bord. Des visages fatigués, des regards vides. Certains tiraient des valises à roulettes,
D'autres serraient leurs billets d'embarquement avec cette nervosité typique de ceux qui n'aimaient pas voler. J'accueillis chacun d'eux avec un sourire professionnel, les guidant vers leur siège. Une fois l'embarquement terminé, je fis mon tour habituel dans l'allée, vérifiant que tout était en place. Mon regard s'arrêta brièvement sur le siège 14A, vide. Étrangement, c'était comme s'il dégageait quelque chose, une présence, une impression d'absence trop marquée. J'haussai les épaules. Juste mon imagination. Alors que je retournais vers l'avant de l'appareil, le téléphone interne sonna brusquement, brisant le silence feutré de la cabine. Je fronçai les sourcils. À cette étape du vol, il était rare de recevoir un appel. Je décrochai. Un grésillement. Une respiration lourde, irrégulière. Allô? Pas de réponse. Juste ce souffle oppressant, presque trop proche, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Un bruit sourd me fit sursauter. Derrière moi, un des agents fermait le dernier compartiment à bagages. Je raccrochai rapidement, un léger malaise me nouant l'estomac. Probablement un problème de ligne. Oui, ça devait être ça. Le pilote fit une annonce pour signaler que nous allions bientôt décoller. Tout était normal. Du moins, c'est ce que je croyais. Le signal de ceinture de sécurité venait de s'allumer, baignant la cabine d'une lueur orangée. Assis sur mon strapontin près de la cuisine avant, j'observais les passagers s'installer, certains calant leur tête contre le hublot, d'autres feuilletant distraitement un magazine. L'avion vibra légèrement sous moi alors que nous roulions vers la piste de décollage. Puis, le téléphone interne sonna à nouveau. Je sursautai légèrement. Ce n'était pas normal. En général, une fois l'embarquement terminé, il n'y avait plus d'appels internes avant que nous soyons en altitude. Un mauvais pressentiment s'insinua en moi. Je décrochai. Service cabine, j'écoute. Silence. Puis, ce même grésillement que tout à l'heure. Un souffle rauque, irrégulier. Allô? Répétai-je, plus sèchement cette fois. Toujours rien. Juste cette respiration, trop lente, trop pesante, comme si quelqu'un se tenait tout près du combiné, sans oser parler. Je fronçai les sourcils et jetai un coup d'œil à mes collègues, mais personne ne semblait avoir passé d'appel. Agacé, je raccrochai, mettant ça sur le compte d'une interférence radio. À peine avais-je posé le combiné que la voix du capitaine résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous avons reçu l'autorisation de décoller. » Alors que je m'apprêtais à boucler mon harnais, une autre voix, plus grave et plus discrète, murmura derrière moi. « Qui vient d'appeler ?» C'était le copilote, qui se tenait à la porte du cockpit, le regard fixé sur moi. « Je ne sais pas. Il n'y avait que de la statique et une respiration, expliquai-je. Il échangea un regard avec le capitaine, puis me désigna le téléphone mural à côté de moi. L'appel venait du siège 14A. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Ce n'est pas possible. 14A est vide. Le copilote ne répondit pas. Il se contenta d'un hochement de tête grave avant de retourner dans le cockpit. Le signal de ceinture clignota une dernière fois. Quelques secondes plus tard, l'avion s'élança sur la piste. Dans un grondement sourd, nous quittâmes le sol. Mais moi, je restai cloué à mon siège, incapable d'ignorer cette sensation oppressante qui semblait émaner du fond de la cabine. Le vol se poursuivit, mais l'atmosphère à bord avait changé. Le bruit des moteurs devenait une constante en arrière-plan, presque apaisant, mais un malaise flottait dans l'air. C'était comme si quelque chose de lourd et invisible pesait sur la cabine. Les passagers semblaient plus nerveux que d'habitude. Quelques-uns tournaient la tête à chaque bruit, comme s'ils cherchaient quelque chose dans l'obscurité qui enveloppait l'appareil. Je continuais à faire mon tour habituel, vérifiant que les passagers étaient installés et que personne ne se sentait mal. Mais chaque fois que je passais près du siège 14A, je ressentais un frisson étrange. C'était comme si cet endroit précis dégageait une sorte de vide. Un vide qui me tirait l'âme et me laissait le cœur battant dans ma poitrine. J'essayais de l'ignorer, mais à chaque passage, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil à ce siège. Il était toujours vide, mais quelque chose n'allait pas. Je sentais les yeux de cette place me suivre, comme si un poids lourd s'y trouvait, bien qu'il n'y ait personne. Un peu plus tard, alors que je servais des boissons dans la cabine, je passai une nouvelle fois près de 14A. Je fus frappé par un détail étrange, le harnais de sécurité était bouclé. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je savais que personne ne s'y était assis, je l'avais vérifié plusieurs fois. Je m'approchai lentement, espérant me convaincre que c'était juste un oubli, mais l'angle sous lequel le harnais était attaché me déstabilisa. C'était parfaitement tendu,
comme si quelqu'un avait délibérément pris soin de l'attacher. Un frisson de terreur s'empara de moi. Je me redressai brusquement, mais un étrange murmure, comme un souffle tout proche, me fit tourner la tête. Un léger bruit, à peine perceptible, comme un froissement de tissu. Je cherchai des yeux la source du bruit, mais il n'y avait rien. À peine avais-je commencé à m'éloigner, que, dans le reflet de la fenêtre voisine, je vis une ombre fugitive s'étirer sur le sol, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Je m'arrêtai, le sang glacé, et regardai autour de moi. Aucun passager ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Pourtant, je ne pouvais me débarrasser de la sensation d'être observé. Comme si une présence invisible était en train de me scruter dans chaque coin de la cabine. Je m'efforçai de rationaliser, mais au fond de moi, je savais que quelque chose de malfaisant se cachait dans l'obscurité, juste au-dessus de ce siège vide. Et il n'était pas seul. Plus tard, pendant que le vol se poursuivait sans autre incident apparent, je trouvai un moment pour m'échapper dans la cuisine, espérant me ressaisir. J'avais besoin de me calmer. Je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais ressenti près du siège 14A. Cette impression oppressante qui m'avait suivi tout le long du vol. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'appel étrange que j'avais reçu. Et surtout, je ne pouvais pas échapper à l'idée de ce siège, avec son harnais bouclé, comme si quelqu'un l'avait utilisé. Je discutais brièvement avec un autre membre d'équipage, un vieux collègue qui avait plus d'expérience que moi sur ces vols de nuit. Il remarqua immédiatement mon malaise. « Tu sembles nerveuse, ça va ?» me demanda-t-il, en jetant un coup d'œil vers l'avant de la cabine, comme s'il lui aussi ressentait quelque chose d'inexplicable. Je lui parlais du téléphone, de la respiration étrange, et de l'ombre que j'avais aperçue dans la fenêtre. Il me fixa un instant, et je vis une expression étrange passer sur son visage, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose qu'il aurait préféré oublier. « T'as entendu parler du siège 14A » me demanda-t-il, d'une voix plus grave. Je secouai la tête. Je n'avais pas encore entendu d'histoire sur ce siège, mais je le savais déjà. Ce genre de choses, personne ne voulait jamais en parler. Il hésita un moment avant de poursuivre. Il y a 1 an, un passager est mort sur ce siège. Un infarctus fulminant. Il s'est écroulé pendant le vol. On n'a rien pu faire. C'était brutal. Je me figeai, les mots flottant dans l'air autour de moi, lourds et sombres. Je savais que des morts avaient eu lieu à bord d'avion. Mais ce que mon collègue venait de dire n'avait rien de commun. Ce n'était pas juste une personne morte. Non, ce siège était marqué. Après ça, il y a eu quelques histoires. Des membres d'équipage ont ressenti des choses étranges près de ce siège. Des sensations de présence. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, était encore là. Mais tu sais, on préfère ne pas en parler. Ce sont des histoires de vieux fous, on dit. Je l'écoutais, la bouche sèche, le cœur battant la chamade. Je n'osais même pas lui demander plus de détails. Tout semblait si irréel, et pourtant, l'ambiance dans la cabine m'écrasait. Cette sensation de malaise se renforçait à chaque minute. Mais attends, il y a autre chose, ajouta-t-il, presque comme s'il avait peur de parler. Je lui lançai un regard insistant, et il s'approcha, baissant la voix. Ils disent que ceux qui meurent sur ce siège, leur esprit reste coincé ici. Certains pensent que l'appel que tu as reçu vient de lui. Je le regardai, totalement incrédule. Les mots résonnaient dans ma tête, comme une vérité impensable. Une partie de moi voulait encore refuser, rationaliser. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne plaisantait pas. Je savais que ce siège n'était pas simplement un endroit vide, c'était un lieu marqué par la mort. Et maintenant, il semblait que la mort était prête à revenir. L'atterrissage approchait, et malgré l'annonce du pilote, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de cette sensation de malaise. C'était comme si l'avion était trop lourd, trop chargé de présence invisible. Le vacillement des lumières au-dessus de nous, le bruit sourd des moteurs qui commençaient à ralentir, tout cela semblait amplifié dans mon esprit. Je me tenais près de la porte avant, observant les passagers se préparer pour le début de la descente. Beaucoup étaient déjà endormis, d'autres avaient les yeux rivés à leur téléphone. Mais moi, je n'arrivais pas à détacher mon regard du siège 14A. Il me hantait, cet endroit, comme un phare dans l'obscurité, guidant mes pensées vers des profondeurs inexplorées. Tout à coup, le téléphone interne sonna de nouveau. Je le pris en main, mes doigts tremblant légèrement. Un frisson parcourut mon échine en l'attrapant. C'était comme si le simple fait de répondre à cet appel allait changer quelque chose, briser un dernier verrou. Je me forçai à dire « Service cabine, j'écoute ». Un souffle rauque,
Plus fort que jamais, répondit. Mais cette fois, ce n'était pas simplement de la statique. Il y avait une voix, faible, brisée, qui murmurait à travers le combiné. Me, aide. Un cri étouffé, une imploration désespérée. Je ne pouvais plus l'ignorer. Mon cœur s'emballa. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était plus un appel normal, ce n'était plus un hasard. C'était la voix de quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Quelqu'un qui n'était plus. Je regardais autour de moi, paniqué, mais personne ne semblait réagir. Les autres membres d'équipage continuaient de préparer le débarquement, sans prêter attention à ce qui se passait. Et pourtant, dans ma tête, les mots « aide-moi » tournaient en boucle, se transformant en une prière silencieuse qui déchirait mon âme. Je raccrochai brutalement, incapable de supporter davantage. À ce moment-là, un bruit sourd derrière moi me fit tourner la tête. Un passage vide dans l'allée, mais mes yeux s'arrêtèrent instinctivement sur 14A. Et là, dans le reflet de la fenêtre, j'aperçus une silhouette. Une forme pâle, presque translucide, se découpant dans l'obscurité. Elle était là, les yeux fixés sur moi, une présence malveillante qui semblait attendre. Je clignai des yeux, et elle disparut. J'eus à peine le temps de réagir que le signal d'atterrissage retentit, et l'avion se mit à descendre lentement. Le souffle dans mon oreille, la silhouette disparut, tout semblait se fondre dans un tourbillon de terreur. Lorsque nous atterrîmes enfin, je pensais avoir échappé à cette présence. Mais en quittant l'avion, alors que je posais le pied sur le sol froid du tarmac, je sentis à nouveau cette lourdeur. Cette présence, elle était encore là, prête à embarquer sur le prochain vol. Et je savais que cette fois, il n'y avait plus de fuite possible. Je travaille dans le service des bagages d'un aéroport international. Ce n'est pas le travail le plus passionnant du monde, mais il a ses avantages, un salaire correct, des horaires nocturnes tranquilles, et surtout, peu d'interaction avec les passagers. La nuit, l'aéroport devient un lieu étrange, presque irréel. Les lumières blafardent, le silence interrompu seulement par le bourdonnement des tapis roulants et le lointain écho d'une annonce automatique crée une atmosphère oppressante. J'ai toujours trouvé fascinant de voir les valises défiler sur les convoyeurs, comme des âmes en transit, chacune contenant des fragments de vie que je ne connaîtrai jamais. Mais il y a aussi quelque chose d'inquiétant dans cet endroit, surtout après minuit. Certains collègues parlent de phénomènes étranges qui se produisent dans la zone des bagages. Des bruits de pas dans des couloirs déserts, des ombres furtives, et même des voix murmurantes qu'on entend parfois quand on est seul. Je n'y ai jamais prêté attention. Après tout, les longues heures de travail et la fatigue peuvent jouer des tours à l'esprit. Cette nuit-là, je pensais comme d'habitude que ces histoires n'étaient que des légendes urbaines. J'étais loin de me douter que j'allais vivre l'une d'entre elles. Je venais de finir de vérifier un tapis roulant défectueux lorsque mon regard s'est arrêté sur quelque chose d'inhabituel. Là, juste devant le tapis roulant numéro 4, un homme se tenait immobile. Il était dos à moi, légèrement penché en avant, fixant les valises qui défilaient devant lui. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun geste pour attraper un bagage, ni même pour consulter son téléphone, comme l'auraient fait la plupart des passagers. Il se contentait de regarder, intensément. Un frisson imperceptible me parcourut l'échine. Il n'y avait pas de vol en attente à cette heure-ci, et aucun passager ne devait être dans cette zone. Peut-être un employé, mais il ne portait pas de badge, ni d'uniforme. Ses vêtements étaient sombres, défraîchis, comme s'ils avaient été portés trop longtemps sans être lavés. J'hésitai un instant avant de m'approcher. « Monsieur, tout va bien ?» demandai-je d'une voix prudente. Aucune réaction. Il restait figé, comme une statue, ses yeux rivés sur les valises qui défilaient sans fin devant lui. Je fis un pas de plus, tendant la main pour attirer son attention. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Il ne broncha pas. Un courant d'air glacial, venu de nulle part, me fit frissonner. L'homme était juste là, à quelques mètres de moi, et pourtant, quelque chose semblait clocher. Son immobilité était trop parfaite, trop rigide. Je clignai des yeux, juste une fraction de seconde. Et il avait disparu. Mon cœur s'emballa. J'eus un mouvement de recul, scrutant la zone autour de moi. L'espace était vaste, ouvert, sans aucun recoin où il aurait pu se cacher en si peu de temps. Il n'y avait aucune issue à proximité, aucun endroit où il aurait pu s'éclipser sans que je le voie. Je restai figé, le souffle court. Quelque chose n'allait pas du tout. Mes mains étaient moites lorsque je suis retourné vers le poste de surveillance. Mon esprit cherchait une explication rationnelle.
Peut-être que l'homme était un employé que je ne connaissais pas. Peut-être qu'il était parti si vite que mes yeux fatigués n'avaient pas eu le temps de le capter. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas aussi simple. Je m'installai devant l'écran de contrôle et remontai les enregistrements des caméras de sécurité. L'angle de la caméra principale couvrait parfaitement la tapis roulant numéro 4. Je fis défiler la vidéo jusqu'au moment exact où j'avais vu l'homme. Il était là, figé, exactement comme dans mon souvenir. Son regard fixé sur les bagages, son dos voûté, son corps étrangement rigide. Je ressentis un frisson en observant la scène. C'était bien réel. Je n'avais pas rêvé. Puis, je vis le moment où tout bascula. Sur l'écran, je me vis apparaître, marchant vers lui. Je me vis lui parler, attendre une réponse. L'homme ne bougea pas d'un millimètre. Puis, au moment où je clignais des yeux dans la vidéo, il disparut. Pas un mouvement, pas un pas en arrière, pas une silhouette s'éloignant dans un couloir. Il était là, puis il n'était plus là. Ma gorge se noua. Mon corps entier fut parcouru d'un frisson. Je reculai légèrement sur ma chaise, le souffle court. C'était impossible. Je rembobinai, repassai la séquence encore et encore. Le même résultat. Un instant il existait, l'instant d'après, il n'était plus. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Tout va bien? Je sursautai violemment. Un de mes collègues, Marc, venait d'entrer dans la salle de surveillance. Il fronça les sourcils en me voyant aussi pâle. « Tu as vu un fantôme ou quoi » plaisanta-t-il. J'ouvris la bouche, incapable de répondre tout de suite. Puis, d'une voix hésitante, je murmurai. « Peut-être bien que oui. » Marc haussa un sourcil et s'approcha de l'écran. « C'est quoi, ça » demanda-t-il en voyant l'homme sur la vidéo. Je lui expliquai tout. Comment j'avais vu ce type près de la tapis roulant 4, comment il avait disparu sous mes yeux, et surtout, comment les caméras montraient l'inexplicable. Au lieu de rire ou de me traiter de fou, Marc devint livide. « Merde » souffla-t-il en se passant une main sur la nuque. « Quoi? Tu sais qui c'est » demandai-je, un peu trop vite. Il hésita, jeta un regard furtif autour de nous comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait, puis s'accouda à la table. « T'as jamais entendu parler de l'accident » ? « Quel accident » Marc inspira profondément avant de parler d'une voix plus basse, comme s'il redoutait que quelqu'un ou quelque chose l'entende. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Un employé du service bagages, il a eu un accident avec la tapis roulant 4. Mon estomac se noua. Quel genre d'accident? Marc détourna le regard, mal à l'aise. Il s'est fait prendre par le mécanisme. Coincé, broyé. Ils ont mis des heures à arrêter la machine et à récupérer ce qui restait de lui. Je déglutis avec peine. C'était un gars discret, bosseur, continua Marc. Il faisait toujours les mêmes gestes, surveillait les valises comme si c'était la chose la plus importante du monde. Les anciens disent qu'il a dû rester bloqué dans sa routine, même après sa mort. Je frissonnai. Tu crois que c'est lui que j'ai vu? Marc ne répondit pas tout de suite. Il observa l'écran, où la vidéo était toujours figée sur le dernier instant où l'homme existait encore. Puis, d'un ton grave, il murmura. Tu l'as vu? Et lui, il t'a vu aussi. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé. Je continue de travailler dans le service des bagages, mais je ne suis plus jamais tranquille. Au début, ce n'était que des détails. De petites choses que je pouvais facilement attribuer à la fatigue ou à mon imagination. Des valises qui semblaient s'arrêter net sur la tapis roulant 4 avant de reprendre leur course. Des bruits étranges dans l'entrepôt, comme des pas lourds, mais quand je regardais, il n'y avait personne. Puis, les choses ont empiré. Une nuit, alors que je faisais une ronde près de la fameuse tapis roulant, j'ai entendu un souffle derrière moi. Un soupir lent, rauque, comme si quelqu'un se tenait juste là, trop proche. Je me suis figé. Lentement, j'ai levé les yeux vers le panneau de contrôle en verre qui reflétait la zone derrière moi. Et je l'ai vu. Debout, juste à quelques centimètres, il me regardait. Son visage était flou, comme un mauvais signal vidéo, mais je distinguais son regard. Fixe, intense, vide. Mon cœur a failli lâcher. J'ai tourné la tête en sursaut, prêt à me défendre. Il n'y avait personne. Mais quand j'ai regardé à nouveau le reflet, il était encore là. Toujours à la même place. Toujours à me fixer. Depuis ce jour, je fais tout pour éviter la tapis roulant 4. Je prends des détours, je demande à mes collègues de s'en occuper à ma place. Je ne veux plus passer trop de temps près de cet endroit. Mais je sais que ça ne suffira pas. Parce que, certaines nuits, je ressens toujours ce souffle glacé derrière moi. Et au fond de moi, je suis sûr d'une chose.
Il attend quelque chose. C'était mon premier vol en tant que commandant de bord. Après des années d'entraînement, d'innombrables heures de vol et d'examens éprouvants, j'avais enfin atteint cet instant décisif. Pourtant, alors que je traversais le tarmac en direction de l'appareil, une étrange sensation pesait sur ma poitrine, une sorte d'angoisse sourde que je ne pouvais expliquer. Peut-être était-ce simplement la pression de ce moment tant attendu. Peut-être pas. L'avion m'attendait, imposant et majestueux sous les projecteurs de l'aéroport. Son fuselage blanc reflétait les lumières artificielles dans un éclat froid et métallique. Je gravis les marches menant à la cabine de pilotage, inspirant profondément pour calmer mon esprit. Dès que je franchis la porte, une bouffée d'air recyclé et légèrement chargée d'électricité statique me frappa. L'intérieur du cockpit était exactement comme je l'avais imaginé. Une jungle de cadrans, de boutons et d'écrans clignotants, l'odeur familière du cuir des sièges mêlée aux effluves discrètes du kérosène. Mon copilote, un homme d'une quarantaine d'années, déjà expérimenté, m'adressa un sourire confiant en s'installant à mes côtés. Il était détendu, comme s'il avait déjà fait cela 1000 fois, ce qui, en réalité, était le cas. Moi, en revanche, je sentais mon pouls battre trop vite. Je me forçai à ignorer cette tension et entrepris les vérifications préliminaires, parcourant méthodiquement la checklist, appuyant sur les interrupteurs avec une précision mécanique. Tout semblait normal. Chaque instrument affichait les données attendues, chaque voyant indiquait que l'appareil était prêt pour le vol. J'attrapai mon casque et le plaçai sur mes oreilles, écoutant le bourdonnement statique du canal de communication avec la tour de contrôle. Puis, alors que j'allais signaler que nous étions prêts pour la procédure de roulage, quelque chose d'inattendu se produisit. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais distinct. Ne décollez pas. Je sentis mes doigts se crisper sur les commandes. Mon cœur rata un battement. J'échangeai un regard avec mon copilote. Ses yeux s'étaient agrandis, son teint n'avait pâli. Il l'avait entendu lui aussi. Je restai figé, les mains toujours posées sur les commandes. Mon copilote me fixa, cherchant dans mon regard une explication que je n'avais pas. Le murmure s'était évanoui aussi vite qu'il était apparu, englouti par le bourdonnement statique du casque. « Tu as entendu ça » soufflai-je, la voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Il hocha la tête lentement. « Ouais, c'était quoi, ça ?» Je retirai mon casque, vérifiant d'un regard les fréquences de communication. Tout était en ordre. Pas d'interférence apparente. Pourtant, ce que nous avions entendu ne pouvait pas être une coïncidence. Peut-être un problème avec la fréquence radio? Une transmission parasite? Le copilote haussa un sourcil, sceptique. Tu crois vraiment que quelqu'un, par pur hasard, a lâché ces mots précis au moment où on allait partir? Il marquait un point. Je pris une inspiration profonde, essayant de rationaliser. Mon esprit cartésien se débattait avec l'idée que nous venions peut-être d'entendre autre chose. Vérifions avec la tour de contrôle, dis-je finalement. Je réajustai mon casque et ouvris la communication. Tour de contrôle, ici vol 417, nous avons capté une transmission inhabituelle sur la fréquence. Confirmez-vous une émission de votre part? Un léger silence suivit, puis la voix neutre de l'opérateur nous répondit. Négatif, 417. Nous n'avons rien transmis en dehors des protocoles habituels. Pouvez-vous préciser la nature du message reçu? Je jetai un regard au copilote. Devions-nous vraiment dire que nous avions entendu un murmure nous avertir de ne pas décoller? Cela paraissait ridicule. Je choisis une version plus prudente. Probablement une interférence. Rien d'inquiétant. L'opérateur confirma et clôtura la communication. Pourtant, au fond de moi, une sensation de malaise s'installait, lourde et persistante. « On fait quoi » demanda le copilote, la voix légèrement tendue. Je jetai un regard vers le tableau de bord. Tout indiquait que l'appareil était en parfait état. Aucun problème technique. Aucun signal d'alerte. Tout était prêt pour le décollage. On continue, dis-je enfin. Mais alors que j'empoignais les commandes, je ne pouvais m'empêcher de sentir un frisson me parcourir l'échine. Comme si, quelque part dans cette cabine, quelqu'un ou quelque chose nous observait encore. Les moteurs rugirent sous la poussée alors que nous nous alignions sur la piste. La tour de contrôle nous donna l'autorisation finale, et je poussai lentement les manettes des gaz. L'appareil s'ébranla, gagnant progressivement en vitesse. Pourtant, une sensation désagréable me serrait la poitrine. Alors que nous quittions le sol, je jetai un rapide coup d'œil au copilote.
Il affichait un masque de concentration. Mais je devinais une tension sous-jacente. Ce murmure, nous avions décidé de l'ignorer, de rationaliser, mais l'idée qu'un avertissement nous ait été donné juste avant le décollage refusait de quitter mon esprit. L'ascension se déroula sans encombre, les lumières de la ville disparaissant sous un voile de nuages. L'altitude de croisière fut atteinte et l'autopilote fut enclenché. Nous étions censés nous détendre un peu, mais l'atmosphère dans la cabine restait étrangement lourde. Puis, ce fut le premier incident. Un grésillement soudain déchira le silence dans mon casque, un bruit statique agressif, comme un souffle saturé. Je fronçai les sourcils, ajustant la fréquence. « T'as entendu » demandai-je au copilote. Il hocha la tête. « Ouais, et je crois que c'était une respiration. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Une respiration? Impossible. L'intercom n'était activé sur aucune autre ligne que la nôtre et celle de la tour de contrôle. Puis, une série de cliquetis retentit sur le tableau de bord. 3 boutons clignotèrent brièvement, comme si quelqu'un ou quelque chose les effleurait. Le copilote jura à voix basse. « C'était quoi, ça ?» J'ouvris la bouche pour répondre, mais mon regard se figea sur le reflet de la vitre. Juste derrière mon siège, à la lisière du cadre de la porte du cockpit, une silhouette indistincte semblait se tenir là. Floue, sombre, à peine perceptible dans l'obscurité tamisée de la cabine. Je me retournai brusquement. Il n'y avait rien. Rien, si ce n'était ce frisson glacial qui s'infiltrait dans mes os et cette sensation oppressante, comme si nous n'étions pas seuls à bord. Le vol se poursuivit dans une atmosphère étrange et tendue, chaque minute semblant s'étirer en une éternité. Les minutes passaient, mais le malaise persistait. Le copilote et moi restions silencieux, jetant de temps à autre des regards furtifs l'un à l'autre, comme si nous avions tous les deux peur de rompre le fragile silence qui régnait entre nous. Une fois l'atterrissage effectué et les procédures de débriefing terminées, je tentai de me détendre. Le stress de ce premier vol m'avait laissé épuisé, mais ce que nous avions vécu dans la cabine n'était pas normal, et je n'arrivais pas à évacuer cette sensation de froid persistante. Le lendemain, de retour au hangar, un technicien se présenta à nous. Un homme d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et un regard fatigué, qui semblait déjà avoir vu plus que sa part de moments étranges dans l'aéroport. Il s'approcha de nous, son visage un peu pâle, et engagea la conversation d'un ton informel. « Je vois que vous avez fait votre premier vol hier, » dit-il, en nous souriant vaguement. Je hochai la tête, mais un malaise s'installa rapidement dans l'air. « Alors, comment ça s'est passé? Rien à signaler ?» Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Il y avait cette lourdeur dans sa voix, une sorte d'hésitation qu'il n'essayait même pas de dissimuler. « Si, » répondit le copilote, un peu hésitant. « On a capté un murmure dans le cockpit. Un avertissement, on dirait. Ça nous a perturbés, honnêtement. Vous avez déjà entendu ça ?» Le technicien se figea. Un silence étrange s'installa entre nous. Je pouvais voir ses yeux s'assombrir, comme s'il avait entendu la question bien plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. « Vous n'êtes pas les premiers à vivre ça, » murmura-t-il enfin. Je le regardai, incrédule. « Que voulez-vous dire ?» Il jeta un regard autour de lui, comme s'il s'assurait que personne ne nous écoutait. Puis il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Il y a des années, un pilote est décédé dans cette cabine. Un infarctus. Pendant un vol, juste avant l'atterrissage. C'est arrivé ici, dans ce même cockpit. Et depuis ce jour-là, certains pilotes ont rapporté avoir entendu des voix, des murmures, des avertissements, comme si son esprit était toujours là, quelque part, à essayer d'empêcher les autres de suivre le même destin. Le coup de froid qui me traversa alors ne venait pas de la température, mais d'une véritable terreur glaciale. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de sens. Il n'était pas en train de nous raconter une histoire pour nous effrayer, il parlait d'un fait réel, d'une réalité qui ne pouvait être ignorée. Le technicien se redressa lentement, ses yeux éteints. « Si vous avez entendu ça, soyez prêts à l'entendre encore. Parce que ce n'est pas fini. » Je restai silencieux, le regard fixé sur le technicien. Ces paroles résonnaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les assimiler complètement. Cette idée, que quelque chose ou quelqu'un puisse hanter la cabine, me paraissait irréelle. Et pourtant, chaque instant que je passais à y réfléchir me donnait l'impression que l'air devenait plus lourd autour de moi. Le technicien, visiblement conscient de l'impact de ces mots, s'éloigna lentement, comme s'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Je restai là, figé, dans une sorte de stupéfaction.
Le copilote se tourna vers moi, les yeux pleins de questionnements. « Tu y crois, toi » murmura-t-il, le ton nerveux. Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer ce que j'avais ressenti dans cette cabine, ce froid glacial qui m'avait traversé, ce murmure sur le canal radio, cette silhouette que j'avais cru apercevoir derrière mon épaule. Ce n'était pas simplement un incident technique. Ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose d'invisible, d'inquiétant, semblait vouloir nous empêcher de décoller. Le lendemain, je me rendis à la cabine, seul, pour vérifier les équipements une dernière fois avant que l'avion ne soit envoyé en maintenance. Je n'étais pas censé y être, mais une étrange force me poussait à revenir. Je m'approchai du cockpit, les clés de l'avion dans les mains, et je jetai un regard à l'intérieur. Le siège du commandant de bord était exactement comme je l'avais laissé, mais il y avait cette présence, cette sensation d'être observé, qui s'intensifia à chaque pas que je faisais. Je pris place dans le siège, écoutant le silence oppressant de la cabine. Le vent soufflait à l'extérieur, mais ici, dans cet espace clos, tout semblait figé. Puis, soudainement, j'entendis à nouveau ce murmure. Un sifflement faible, presque inaudible, comme une brise qui frôle la peau. Ne décollez pas. Je sursautai, presque à en tomber de ma chaise, mais lorsque je me tournai pour vérifier, il n'y avait rien. Rien, à part les instruments qui clignotaient lentement, comme s'ils m'attendaient. Je sortis précipitamment de la cabine, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une simple sensation, ni une erreur d'interférence radio. Quelque chose de plus, quelque chose d'inexpliqué, flottait dans l'air, une présence persistante. Je savais désormais que ce n'était pas un simple incident isolé. Quelque chose dans cet avion refusait de partir. Lorsque je quittai l'aéroport ce jour-là, une pensée me frappa. Peut-être que, chaque fois que nous volons, nous faisons face à des ombres invisibles, des esprits qui ne peuvent pas se reposer. Et maintenant, moi aussi, j'étais devenu un témoin, un survivant de ce qui semblait être un avertissement, un message du passé qui refusait de mourir. Je travaille comme agent d'assistance dans un grand aéroport depuis plusieurs années. J'ai vu défiler des milliers de voyageurs, chacun avec son histoire, ses préoccupations et son stress. Mais parmi cette marée humaine, il y a un homme que je n'oublierai jamais. Je l'ai vu pour la première fois il y a environ 5 ans. Il portait un long manteau beige, élimé aux manches, et une valise en cuir marron qui semblait dater d'une autre époque. Il s'est approché calmement du comptoir et m'a demandé, d'une voix polie mais teintée d'une étrange inquiétude. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire à quelle porte se trouve le vol pour Lormont ?» J'ai hésité. Lormont? Ce nom me disait vaguement quelque chose, mais pas comme une destination de vol. En vérifiant sur l'ordinateur, aucune trace d'un vol vers cette ville. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne trouve aucun vol pour Lormont. Vous êtes sûr du nom ?» Il a froncé les sourcils, comme si ma réponse n'avait aucun sens pour lui. Puis, sans un mot de plus, il s'est tourné et a disparu dans la foule. Je me suis penché par-dessus le comptoir pour essayer de le suivre du regard, mais il s'était volatilisé. Au début, j'ai pensé que c'était une simple méprise, un passager confus comme il y en a tant. Mais il est revenu, plusieurs fois, toujours vêtu du même manteau beige, toujours avec la même valise, et toujours avec la même question. Le vol pour Lormont, s'il vous plaît? À chaque fois, ma réponse était la même. Et à chaque fois, il disparaissait avant que je puisse lui poser plus de questions. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Cet homme ne changeait jamais. Les années passaient, les modes évoluaient, les visages des habitués de l'aéroport se modifiaient avec le temps. Mais lui, il restait exactement le même. Même manteau beige usé, même valise en cuir brun, même regard inquiet lorsqu'il me demandait son vol pour Lormont. J'ai essayé d'en parler à mes collègues, mais aucun ne semblait s'en souvenir avec précision. Un homme en manteau beige, me disait-on. Honnêtement, avec le monde qui passe ici, difficile de se rappeler. Cela me paraissait absurde. Il revenait si souvent, posait toujours la même question. Comment personne ne pouvait-il le remarquer? Une fois, j'ai tenté de le suivre. Dès qu'il a posé sa question et que j'ai répondu, je me suis discrètement glissé hors du comptoir et je l'ai suivi du regard. Il marchait d'un pas tranquille, serrant sa valise contre lui, se fondant parmi les passagers en transit. Je me suis dépêché pour ne pas le perdre de vue. Mais alors que je le voyais encore avancer dans la foule, un groupe de touristes est passé devant moi, masquant ma vision juste une seconde. Quand ils se sont écartés, ils n'étaient plus là. J'ai regardé autour de moi, scruté chaque direction.
Impossible qu'il ait disparu aussi vite. Il n'y avait aucune issue à proximité, aucun couloir où il aurait pu s'engouffrer. C'était comme s'il n'avait jamais été là. Un soir, après la fin de mon service, je suis resté discuter avec un collègue plus ancien, Marc. C'était un vétéran de l'aéroport, travaillant ici depuis plus de 30 ans. J'ai décidé de lui parler de l'homme au manteau beige. Un type qui demande un vol pour Lormont. Ça te dit quelque chose? Marc a posé sa tasse de café et a froncé les sourcils. Lormont? Non, ça ne me dit rien. Mais attends. Un manteau beige, une vieille valise. Il s'est levé lentement et a fouillé dans un tiroir rempli de vieilles archives. Après quelques minutes, il a sorti une photo jaunie et me l'a tendue. Mon cœur s'est arrêté. Sur la photo, prise dans l'aéroport, un groupe de passagers attendait devant un comptoir d'embarquement. Et là, au milieu d'eux, debout avec sa valise en cuir serrée contre lui, c'était lui. Le même homme, avec le même manteau beige. Mais au bas de la photo, une inscription m'a glacé le sang. Vol 714 pour Lormont 1982. Je l'ai regardé, cherchant une explication rationnelle. C'est une blague? Marc a secoué la tête, l'air troublé. Ce vol, il n'est jamais arrivé à destination. L'avion a disparu en plein vol, aucun débris retrouvé. Officiellement, il est classé comme disparu. Tous les passagers, portés disparus depuis plus de 40 ans. Je me suis levé d'un bond, tenant encore la photo entre mes doigts tremblants. L'homme au manteau beige ne pouvait pas être ici. Il aurait dû être perdu, quelque part, avec cet avion qui n'était jamais arrivé. Alors, qu'est-ce que je voyais depuis toutes ces années? J'étais déterminé. La prochaine fois qu'il apparaîtrait, je ne le laisserai pas disparaître sans réponse. Les jours suivants, j'ai guetté son arrivée. Mon regard parcourait sans cesse la foule des voyageurs, cherchant cette silhouette familière. Puis, une semaine plus tard, alors que je commençais à douter de tout, je l'ai vu. Il avançait calmement, le même manteau beige sur les épaules, sa valise en cuir serrée contre lui. Comme toujours, il s'est approché du comptoir, et avec cette voix polie mais empreinte d'inquiétude, il a demandé « Excusez-moi, le vol pour Lormont ?» Mais cette fois, avant qu'il ne puisse tourner les talons, j'ai saisi mon courage et j'ai posé une main ferme sur le comptoir. « Qui êtes-vous » ai-je demandé d'une voix plus dure que prévu. Il a relevé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu autre chose dans son regard, de la peur. « J'ai besoin de prendre mon vol, » a-t-il murmuré. « Je dois rentrer. Ce vol n'existe pas. Il n'a jamais atteint sa destination. Où étiez-vous tout ce temps ?» Il a reculé légèrement, regardant autour de lui comme s'il craignait qu'on nous écoute. Son visage semblait plus pâle, plus fatigué. Je suis resté dans l'attente, entre deux endroits, entre deux mondes. Je dois rentrer, mais l'avion n'arrive jamais. Sa voix tremblait. Il glissa alors une main dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de papier qu'il posa sur le comptoir. Peut-être que maintenant, vous comprendrez. Puis, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il fit un pas en arrière, sous mes yeux, s'évanouit dans la foule. Je me suis levé d'un bond, cherchant désespérément à le retrouver, mais il s'était évaporé, comme toujours. Mon regard est alors tombé sur le papier qu'il avait laissé. Une sensation glaciale m'a parcouru l'échine lorsque mes doigts l'ont effleuré. C'était un billet d'embarquement. Un billet pour le vol 714 pour Lormont, daté du 27 octobre 1982. Je suis resté figé, fixant ce billet d'embarquement comme si sa simple présence allait me donner une explication. Il était jauni, fragile, comme s'il avait passé des décennies oubliées dans une vieille boîte. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il était intact. Pas une pliure, pas une tache, comme s'il venait tout juste d'être imprimé, il y a plus de 40 ans. Mon nom ne figurait pas dessus, mais celui de l'homme, oui. Antoine Lemoine. Je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer ce nom à voix haute. Il sonnait si réel, si tangible, mais quelque chose me disait que cet homme n'appartenait plus à ce monde. J'ai plié le billet et l'ai rangé dans ma poche, troublé. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Et quand je me suis finalement assoupi, j'ai fait un rêve que je n'oublierai jamais. J'étais à bord d'un avion. L'air était lourd, pesant, et les passagers autour de moi avaient tous le même regard vide, comme s'ils savaient qu'ils ne devaient pas être là. Dehors, par les hublots, il n'y avait que du noir, une obscurité totale, sans étoiles, sans terre en vue. Puis, j'ai entendu une voix. Nous sommes en approche. Je me suis retourné et j'ai vu Antoine Lemoine assis quelques rangées devant moi, sa valise posée sur ses genoux. Il me regardait, et cette fois, je pouvais voir la panique dans ses yeux. « Il faut descendre »
a-t-il murmuré. Il faut sortir avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis levé, mais l'avion a tremblé violemment. Un grondement sourd s'est élevé, et avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, je me suis réveillé en sursaut. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai immédiatement porté la main à ma poche, cherchant le billet d'embarquement. Mais il n'était plus là. Je l'avais tenu, je l'avais vu, je l'avais lu. Mais il avait disparu, comme si tout cela n'avait jamais existé. Et pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Parce que tôt ou tard, Antoine Lemoine reviendrait. Et cette fois, peut-être que ce ne serait pas lui qui poserait la question. Peut-être que ce serait moi. Je travaille dans la maintenance d'un grand aéroport, un emploi routinier mais qui m'a toujours apporté une certaine tranquillité. Ce soir-là, cependant, quelque chose a changé. Aux alentours de 23 heures, mon superviseur m'a appelé sur la radio interne. Il y avait une panne électrique dans une section rarement utilisée du terminal, une zone désaffectée depuis des années. Tu peux t'en occuper? Me demanda-t-il d'un ton qui me parut étrangement hésitant. J'ai accepté sans trop y réfléchir. Après tout, c'était mon travail. Mais lorsque j'ai mentionné l'endroit exact à mes collègues, un silence pesant s'est installé. L'un d'eux, Marc, a échangé un regard rapide avec un autre technicien avant de me lancer, sur un ton mi-amusé, mi-sérieux. Bon courage. Je n'ai pas relevé, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. J'ai pris ma lampe torche, ma boîte à outils et me suis dirigé vers l'ascenseur de service. Lorsque les portes se sont refermées sur moi, un léger frisson m'a parcouru l'échine, sans raison apparente. Peut-être l'idée de me retrouver seul dans une aile vide du terminal. Ou peut-être autre chose. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, une odeur de moisi m'a immédiatement frappé. L'air était lourd, chargé d'une humidité stagnante qui donnait l'impression que cette partie du terminal avait été oubliée depuis des années. J'ai avancé lentement, éclairant le couloir avec ma lampe torche. Les murs jaunis par le temps étaient recouverts de vieilles affiches de consignes de sécurité, certaines à moitié décollées. Il n'y avait aucun bruit, si ce n'est le léger grésillement des néons fatigués qui vacillaient par intermittence au plafond. En arrivant devant la salle indiquée sur mon ordre de mission, j'ai posé ma main sur la poignée métallique. Elle était glacée, bien plus froide que ce à quoi je m'attendais. Une fois à l'intérieur, j'ai ressenti un frisson parcourir tout mon corps. Il y faisait un froid anormal, presque surnaturel, comme si cette pièce avait été coupée du reste du bâtiment. J'ai balancé ma lampe de droite à gauche. La pièce était exiguë, remplie d'anciens casiers métalliques rouillés et de quelques meubles couverts d'une épaisse couche de poussière. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'était un vieux téléphone à cadran posé sur un bureau au fond de la pièce. Il sonnait, un son strident et discordant qui brisait le silence de manière presque agressive. J'ai figé sur place, fixant l'appareil. Ce téléphone n'avait rien à faire ici. Ce genre de modèle n'était plus utilisé depuis des décennies. Pourtant, il sonnait, encore et encore, résonnant dans la pièce comme un appel insistant venu d'une autre époque. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Qui pouvait bien appeler sur cette ligne abandonnée? Et comment était-ce seulement possible? J'ai hésité un instant, le cœur battant à tout rompre. Le téléphone continuait de sonner, un bruit presque assourdissant dans ce silence oppressant. J'ai avancé lentement, chaque pas soulevant un nuage de poussière qui semblait ne pas avoir été dérangé depuis des années. Une partie de moi me suppliait de tourner les talons, de quitter cette pièce et de faire comme si je n'avais jamais rien vu. Mais ma main s'étendit d'elle-même vers le combiné, comme si une force invisible m'y poussait. J'ai décroché. Un silence glacé s'est installé. Pas de tonalité, pas de grésillement, juste un vide absolu. Puis, une respiration rauque a brisé le silence. Lente, lourde, comme si quelqu'un se trouvait juste à côté du combiné, peinant à reprendre son souffle. Puis une voix, grave, usée, murmurée comme un dernier souffle. Ils m'ont laissé ici. Mon sang s'est glacé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la ligne s'est coupée brusquement, me laissant seul avec le bourdonnement sourd du silence. J'ai reculé d'un pas, les mains tremblantes. Quelque chose n'allait pas. Cette voix, elle semblait tellement proche, tellement réelle. Un grincement a résonné derrière moi. J'ai pivoté d'un coup, balayant la pièce du regard. Rien, juste ces vieux casiers, ce bureau couvert de poussière. Et pourtant, quelque chose avait changé. Le sol. Dans la fine couche de poussière accumulée au fil des ans, j'ai distingué des marques. Des traces de doigts traînés sur le sol, comme si quelqu'un,
ou quelque chose avait tenté de ramper, de s'agripper, de sortir. Un courant d'air glacial a traversé la pièce. J'ai senti un frisson parcourir mon dos, suivi d'un bruit sourd, à peine perceptible. Une respiration, juste derrière moi. J'ai bondi en arrière, le souffle court, tournant frénétiquement la tête de tous les côtés. Mais il n'y avait personne. Juste ce silence oppressant et cette sensation d'être épié. Sans réfléchir, j'ai lâché le combiné, qui est tombé dans un bruit sourd, et j'ai couru hors de la pièce. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Je ne me suis arrêté qu'en atteignant l'ascenseur, mes doigts tremblants tapant nerveusement sur le bouton d'appel. Les secondes m'ont semblé interminables avant que les portes ne s'ouvrent enfin. De retour dans la salle de maintenance principale, j'ai tenté de retrouver mon souffle. Un collègue m'a lancé un regard intrigué, mais je n'ai rien dit. Comment expliquer ce que je venais de vivre? Le lendemain matin, encore secoué, j'ai décidé d'en parler à mon superviseur. Il m'a écouté en silence, sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. « Cette salle, tu n'aurais jamais dû y entrer » a-t-il finalement murmuré. Il a poussé un profond soupir avant de m'expliquer. Il y a plusieurs décennies, un employé de l'aéroport avait disparu sans laisser de traces. Les recherches avaient duré des semaines, mais personne ne l'avait jamais retrouvé. Ce qu'on savait, c'était qu'il avait été vu pour la dernière fois dans cette partie du terminal, à l'époque encore en activité. Certains pensent qu'il s'est caché là, dans cette pièce. Peut-être par accident, peut-être volontairement. On ne sait pas. Je l'ai regardé, abasourdi. Mais, son corps, il a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Jamais retrouvé. Un frisson glacial m'a parcouru. Alors, qui m'a parlé hier soir? Le superviseur n'a pas répondu. Mais dans ses yeux, j'ai vu qu'il connaissait déjà la réponse. Je n'arrivais pas à me sortir cette histoire de la tête. L'idée qu'un homme ait pu disparaître là, seul, oublié de tous, me hantait. Et pourtant, quelque chose me troublait encore plus, ce téléphone. Cette voix. J'ai décidé d'y retourner. L'après-midi suivant, alors que l'aéroport était en pleine effervescence, j'ai emprunté l'ascenseur de service et me suis dirigé vers la salle interdite. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, et plus je m'approchais, plus une sensation oppressante me nouait l'estomac. J'ai ouvert la porte. Le froid était toujours là. L'odeur de moisi, aussi. Mais il y avait une différence. Le téléphone. Il était hors du crochet. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait répondu après mon départ. Pourtant, une épaisse couche de poussière le recouvrait, intact, comme si personne ne l'avait touché depuis des décennies. J'ai lentement tendu la main et remis le combiné en place. Un silence pesant a suivi, mais juste au moment où j'allais tourner les talons, j'ai senti un frisson glacé parcourir ma nuque. Puis, un murmure, tout proche, presque collé à mon oreille. Je suis toujours ici. Mon cœur s'est arrêté. J'ai bondi en arrière, scrutant la pièce avec frénésie. Rien, personne. Juste ce vide oppressant et cette sensation d'être observé. Je suis sorti en trombe, laissant derrière moi cette salle maudite. Depuis ce jour, je refuse d'y retourner. Mais parfois, tard le soir, lorsque je traverse les couloirs du terminal, il me semble entendre, au loin, la sonnerie d'un vieux téléphone. Qui sonne? Encore et encore.